commencer par dire bienvenue à la colère. Je suis Patricia Nicolas, je suis formatrice et coach depuis un certain nombre d'années. Donc, j'interviens sur le domaine de la relation humaine, comment se mettre en lien les uns les autres de façon la plus positive, la plus claire possible. Voilà, comment tisser du lien. Et donc, j'ai une entreprise qui s'appelle Oasis Management et j'accueille des dirigeants, des équipes. Voilà, j'interviens pour le Centre des jeunes dirigeants depuis une quinzaine d'années. Et puis je suis formatrice pour Human Inclusive. Donc, c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que je suis avec vous aujourd'hui. Alors, la colère, c'est un sujet passionnant, mais en fait, tout le domaine émotionnel, c'est un sujet passionnant. Moi, je suis tombée dedans, je dirais, un peu par obligation. J'ai dû me questionner énormément sur comment on communique entre nous et comment est-ce qu'on peut gérer, en tout cas, apprivoiser nos émotions. Donc, ce sont les thématiques qui me passionnent et je suis une vraie exploratrice dans ce domaine-là. Qui dit exploratrice ne dit pas que j'ai une maîtrise totale et parfaite de mes émotions, loin de là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois que c'est l'essentiel, en fait, pour me présenter. Ok, super, merci. Alors, Patricia, on peut commencer peut-être par déjà se poser la question de qu'est-ce que la colère, quelle est son origine, qu'est-ce qu'elle cache? Donc, en fait, la colère, eh bien, c'est une émotion. Elle fait partie de notre palette émotionnelle. Et nous sommes des êtres d'émotion. Donc, l'émotion nous permet justement, nous envoie des signaux. Les émotions sont là pour nous dire, en fait, si ce que l'on ressent nous convient ou si ce que l'on ressent peut être plus désagréable pour nous et qu'il y a éventuellement quelque chose à changer. Donc, la colère fait partie de notre palette émotionnelle. Et à ce titre-là, je veux dire, on va commencer par dire bienvenue à la colère, parce qu'on ne peut pas nier notre colère ou ne pas vouloir ressentir ou être en colère. Donc, c'est une émotion utile et en fait, elle est utile pour notre survie. C'est une émotion qui va nous protéger, en fait. Elle est là pour nous protéger. Donc, pour nous avertir qu'il y a un danger potentiel et nous permettre de réagir. Alors, moi, j'aime bien avoir une vision simple et notamment une vision simple de la vie émotionnelle. Et je propose de regarder cette palette émotionnelle avec deux couleurs primaires. On va avoir les émotions désagréables et les émotions agréables. Donc, deux pôles émotionnels. Dans les émotions désagréables, il y a une émotion racine qui s'appelle la peur. Et à partir de cette peur, en tout cas, on va exprimer la peur de façon différente. Donc, je peux avoir peur et me mettre en colère. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de clients, et ben ça peut me rendre triste ou me rendre en colère, ou me mettre en colère. Donc voilà, dans cette émotion racine qui est la peur et nos émotions désagréables, eh bien, on va trouver la colère. Et là aussi, on va voir qu'à l'intérieur de la colère, eh bien, il y a plein finalement de façons d'exprimer notre colère avec des degrés différents. Et puis, il y a de l'autre côté eh bien, les émotions agréables. On pourrait appeler ça finalement, ce pôle-là, on pourrait l'appeler le pôle ressources positives, le pôle émotions positives, et on lui donnerait le nom d'amour. C'est si on globalise et on donne une grande étiquette à ce pôle-là, on va l'appeler le pôle amour, dans lequel on va trouver la joie, l'enthousiasme, le flow, le contentement, la satisfaction. Voilà. Donc, l'émotion, la colère, pardon, est une émotion. Alors, si on cherche la définition de la colère, moi j'adore regarder dans le Larousse la définition finalement de chaque mot, on va trouver le mot violent mécontentement, accompagné d'agressivité. On peut trouver comme synonyme le courroux, l'emportement, la fureur, l'irritation
la rage. On lit aussi sentiment d'irritation contre ce qui nous blesse. Et l'antonyme de la colère serait l'apaisement, le contentement, la douceur, la modération. Voilà, donc d'un côté cette colère, avec son irritation, sa fureur, sa contrariété, enfin toute cette palette qu'on va trouver au niveau de l'émotion colère. Et puis de l'autre côté, hein, c'est ce contentement, ce calme, cette sérénité. Donc, de l'autre côté. Donc, la colère est une émotion qui nous signale un danger. Et la chose la plus importante, à mon sens, à savoir, c'est que quand on se met en colère, c'est qu'on a un besoin qui n'est pas respecté. On ne se sent pas respecté et pas considéré à l'instant. Donc, si je suis en colère, c'est qu'on vient un peu empiéter finalement sur mon identité, sur ma personne. On peut aussi se mettre en colère pour arriver à ses fins, pour s'imposer, pour défendre ses idées. Donc, la colère, en fait, elle met de la puissance pour arriver à ses fins, pour s'imposer. Parce qu'entre nous, les humains, on est souvent dans une lutte de pouvoir. Donc, c'est celui qui est le plus fort, c'est celui qui parle avec plus de vigueur, qui va peut-être gagner le match. Donc, la colère, elle peut nous servir à s'imposer, à faire passer ses idées. On peut se mettre en colère aussi pour défendre ses valeurs, et notamment l'injustice. L'injustice, c'est vraiment quelque chose qui met l'être humain en colère, ce sentiment d'injustice. On va regarder ensemble aussi que ce qui peut nous mettre en colère, c'est quand on empile un certain nombre de choses qu'on n'a pas dites. On s'est laissé un peu, un peu laissé faire. On a laissé les gens un peu empiéter dans notre territoire, etc. Et là, on va se mettre en colère. On reviendra dessus, mais ce qui peut nous mettre en colère, bien évidemment, ce sont nos ruminations. Pour expliquer la colère, voilà pourquoi on se met en colère. Alors, je te propose de passer les vidéos qu'on a sélectionnées ensemble. Alors, hop. C'est parti. OK. Donc, une petite fille qui n'arrive pas. C'est ça. Est-ce que tout le monde voit bien la vidéo et entend bien? OK, super. Et ensuite, si je parle dessus, on m'entend là également? Oui. OK, on peut lancer celle-ci. OK. Donc voilà, on cherche, on empiète sur le territoire de l'autre. Et il y a une réaction vive de colère pour garder son territoire et son identité. OK. Et la troisième. Hop. Parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau. Mais tu t'en occupes jamais. Enfin, si. Si, je suis vache. Le dimanche soir, parfois, ça te prend, là. Tu joues un quart d'heure avec eux. Tu les énerves bien en faisant le fou, là. Juste avant qu'ils aillent se coucher. Et après, tu me les laisses sur les bras, surexcités, trempés de sueur, avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis, les cauchemars. Et toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon, quand même, faut pas déconner. Les chiards, ça va 5 minutes. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire, une fois de temps en temps. Eh ben non, elle peut pas, Babou. Ben non, elle a pas le temps, Babounette. Et puis à quoi ça me servirait? Tu m'as jamais emmené à un seul de tes colloques, de toute façon. Parce qu'en vérité, Pierre, je suis un peu honte de moi aussi. Avec mon petit poste, mon petit collège, ma petite banlieue, ça ne te fait pas briller, hein? Cette épouse molle fagotée, qui a quand même un gros cul de 25 kilos, en plus, depuis la naissance de petit! Alors qui va me demander pardon à moi? Qui va me demander pardon? Donc là, ces extraits nous montrent
plusieurs manifestations de la colère. Donc, cette petite fille qui n'arrive pas à mettre son bâtonnet dans le trou, hein, ce qui peut nous faire penser à nous-mêmes quand on essaye de, je ne sais pas si vous montez des meubles et à un moment donné, la vis, elle est en trop, elle n'est pas là, etc. Et même s'il n'y a personne en face de soi, ben, on va pouvoir se mettre en colère vis-à-vis de soi-même, hein, parce que y a quelque chose là qui vient nous agacer au fond de nous, hein. Et puis, ce chien, cette maman qui est embêtée par son chiot qui vient finalement la titiller dans son territoire, elle ne dit rien, elle ne dit rien. Et puis là, c'est trop et elle va se mettre en colère pour se faire respecter et délimiter son territoire. Et on a Babette, dans le film Le Prénom, qui est une femme qui est gentille, qui s'occupe des autres, qui fait plaisir, qui fait attention, qui est vraiment branchée sur l'autre. Donc, elle a probablement empilé un certain nombre de choses à l'intérieur d'elle. Elle a, comme on dit, pris sur elle. Et à un moment donné, la coupe est pleine et elle explose. Donc, c'est aussi là un phénomène qui nous arrive, je crois, à un grand nombre de personnes. Hein, c'est comme prendre sur soi, j'entends souvent cette expression, et notamment en entreprise, hein, je prends sur moi, sauf qu'à un moment donné, rien ne disparaît. La colère est une énergie très forte, donc on va voir ensemble, il va falloir qu'elle trouve une façon de sortir de nous. Alors, le processus de la colère au niveau physiologique, en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau primitif, hein, on parle de l'amygdale, hein, une petite glande à l'intérieur du cerveau, à un moment donné, il interprète la situation. Alors, c'est fulgurant, hein, soit il capte quelque chose, il sent quelque chose, il voit quelque chose, et il va la mettre en place un processus très, très fort et extrêmement rapide pour pouvoir attaquer ou fuir. Donc, le cœur va s'accélérer. On va avoir les muscles qui vont vraiment se durcir. On est hyper tendu, prêt à bondir. Et en un rien de temps, on fabrique un groupe d'hormones dont on connaît une, hein, qui s'appelle l'adrénaline. Donc, il y a une montée en puissance, une montée en pression qui est très, très forte. Qu'est-ce que je peux dire encore concernant la colère? En médecine chinoise, c'est une émotion qu'on lie à l'organe du foie. Donc, selon la médecine chinoise, on peut vraiment avoir une crise de foie ou avoir un foie qui pèse un peu, qui est un peu lourd, quand on est sous l'emprise, sous l'influence d'une colère qu'on ne sait pas gérer. Hein, donc, la colère peut engendrer des migraines, notamment, hein, des difficultés de digestion. Elle peut engendrer des insomnies parce que c'est une énergie forte. Et cette énergie, si on ne sait pas la gérer, ben on va voir que voilà, elle se loge quelque part. Et puis, pour terminer avec la présentation et expliquer ce qu'est la colère, il faut se redire, hein, que la colère fait quand même partie des 7 péchés capitaux. Et oui, donc la colère a mauvaise réputation, très, très mauvaise réputation, ce qui fait que on en parle peu. Alors, moi, je trouve que la thématique est passionnante en entreprise parce que c'est une question qu'on me pose très souvent, hein. Non, je ne peux pas me mettre en colère, je prends sur moi, mon boss m'énerve, mais je ne lui dis rien, enfin, etc., etc. Parce que parfois, depuis très longtemps, voire déjà depuis l'enfance, on ne sait pas que faire de sa propre colère. Okay. Et du coup, pour rebondir par rapport à cette histoire des 7 péchés capitaux, est-ce qu'on peut parler de colère saine et de colère toxique? Est-ce qu'on peut finalement dissocier un petit peu les différents types de colère et le sortir de ces 7 péchés capitaux? Alors, c'est bien de sortir la colère des 7 péchés capitaux parce que de toute façon, elle est là en nous. Comme toute la palette émotionnelle, plus j'accepte ma colère, et ça, je crois que je le redirai, et mieux je me porte. Accepter d'être en colère, ça va être une des clés. Hein, accepter la colère et la sortir de cette mauvaise réputation.
Alors, est-ce qu'il y a des bonnes colères et des mauvaises colères? La colère a une intensité. Quand on parle de colère, on va être agacé, irrité, un peu contrarié. Et puis, on peut être jusqu'à être en fureur, hors de soi, horripilé. Donc, là aussi, c'est l'intensité, on va dire, c'est le poison, c'est la dose qui fait le poison. Voilà, il faut déjà parler de cette intensité de colère. Elle ne produit pas la même chose si elle est en petite dose qu'en grande dose. Et puis, il y a sa fréquence. Si je suis en colère de temps en temps, ce n'est pas la même chose que si je suis en colère tout le temps. Donc, il y a des personnes qui sont très, très réactives, qui vont réagir, qui vont être un peu à fleur de peau, la moindre chose, le moindre mot, le moindre petit truc déplacé dans la pièce va pouvoir les mettre en colère. Donc, une colère modérée, se sentir en colère de temps en temps me paraît un signe de bonne santé. Donc, on va dire qu'il y a une colère saine. Si on me marche sur les pieds alors que je suis en train de faire mes courses, eh bien, je vais peut-être avoir un geste de colère qui va être une colère saine. Si, comme dans la petite vidéo, quelqu'un me pousse et vient me taquiner et vient prendre mon territoire, je peux être en colère. Ça va me permettre aussi de reprendre ma place. C'est une colère saine. Si on me coupe la parole quand je parle, et c'est très, très désagréable en fait, quand on commence à prendre la parole et qu'on est coupé, je peux effectivement monter un peu dans les tours et avoir une colère qui va être une colère qui permet à mon interlocuteur de dire il y a quelque chose à changer. Donc, il y a une colère saine qui va défendre nos intérêts et nous permettre de prendre notre place et surtout de ne pas être grignoté de notre identité. Il faut trouver sa place, rien que sa place. Donc voilà, parfois on joue un peu des coudes et je dirais que ce n'est pas anormal. Actuellement, on nous dit que la planète flambe. On a un enjeu climatique. Quand on entend tout ça et qu'on peut voir qu'on ne fait pas grand-chose, ou penser qu'on ne fait pas grand-chose, on peut être en colère. Il y a des causes qui nécessitent de la colère. Quand on met de la colère, on s'investit. Donc, ça me paraît être une colère saine. Alors, qu'est-ce que serait une colère moins adaptée? C'est donc quelqu'un qui se met en colère pour en imposer, qui en fait un schéma, on va dire. Quelqu'un qui est plutôt branché colère et qui va pour un oui ou pour un non, hausser le ton, voire avoir des gestes un petit peu plus appuyés. Parce que quand on est en colère, ça se voit et ça se sent également. Donc là, on est sur un versant moins adapté, un peu dysfonctionnant. Il y a des personnes qui ont l'impression que pour se faire reconnaître, elles doivent monter dans les tours. Donc là, on est dans un dysfonctionnement. C'est une façon de dominer cette colère-là. Alors, on peut avoir un schéma de la colère qui est un schéma hérité. C'est-à-dire que quand on est enfant, on modélise nos parents. Donc, on va modéliser la façon de s'exprimer, la façon de gérer les émotions. Dans certaines familles, on parle de façon un peu plus latine, un peu plus bougeante. Et dans certaines familles, on peut avoir la colère facile. Donc, pour un enfant, il est possible qu'il capte ce modèle-là et qu'il le reproduise par la suite. Donc, on peut aussi dysfonctionner émotionnellement parce qu'on ne s'est pas remis en question par rapport au schéma qui nous a été transmis. Ce que je peux voir en entreprise, c'est que du coup, si vous naissez dans une famille et que vous êtes élevé dans une famille où on ne se met quasiment jamais en colère,
où c'est plutôt placide, où hausser le ton, c'est rare, et voir c'est on hausse le ton, mais très très peu, parce que ça ne fait pas partie, et puis peut-être même parce que ce n'est pas autorisé, hein, peut-être même parce que c'est mal vu. Eh bien, si vous arrivez en entreprise et que votre collègue, lui, il ou elle a été élevé dans une famille où on n'hésite pas à se dire « mais merde !» et à se mettre en colère très facilement pour un oui ou pour un non, et que ça paraît normal et naturel, vous imaginez que les deux personnes, si elles collaborent, elles se retrouvent dans le même bureau, eh bien peut-être que celle qui a été élevée dans un environnement plus placide, hein, où la colère n'est pas présente, va trouver son collègue très toxique, va trouver son collègue, elle ne va pas savoir comment faire en fait. Hein. Et inversement, le collègue qui a l'habitude de se mettre en colère va être démuni face à cette personne qui ne va pas montrer sa colère. Donc, trop montrer sa colère, ne pas montrer sa colère peut être dysfonctionnant. En tout cas, dans l'entreprise, ça n'aide pas. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, tout à fait. Et j'ai une question de Christophe, alors qui me dit « Et quand la colère est là, en majuscule, réponse ultime ». Est-ce que tu veux échanger un petit peu plus là-dessus, Christophe ? Oui, je veux bien. Merci de me donner la parole. Oui, c'est en lien direct avec ce que vient de dire Patricia. C'est toutes ces fois où on a affaire à des gens qui, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils fonctionnent comme cela, montent dans les tours et se mettent en colère. Au bout d'un moment, pour l'interlocuteur que je suis, ça ferme les portes puisqu'il n'y a plus moyen, et ça c'est mon point de vue actuel, de rentrer en relation puisque tout est sujet à colère. Et en fait, ça ferme complètement la communication. Et en fait, il n'y a pas de graduation. Qu'il s'agisse, je n'en sais rien, de faire le bilan d'une action, de projeter une action, de rappeler une consigne, de féliciter sur la réussite d'une action, quel que soit on va dire le contact et les raisons du propos que l'on tient à un collaborateur, celui-ci trouve ou celle-ci trouve le moyen de se mettre en colère, soit en se comparant à d'autres choses, soit en... Et moi, je dois avouer une forme je suis un peu dépourvu face à cela, parce que je les mets dans la catégorie des hyper colériques et je suis démuni. En fait, je sais pas quoi faire de cela. Et au bout d'un moment, je les classe, alors sans doute solution de facilité, hein, je la mets dans la catégorie de, voilà, je n'ai pas les outils pour rentrer en relation, donc je ne rentre pas en relation. C'est une forme d'abandon parce que je sais que de toute façon, c'est sans issue et que quel que soit le ton utilisé, le sourire affiché ou quelle que soit la forme du propos à communiquer, ces hyper colériques me laissent, me laissent sans outils, complètement démunis. Que fait-on de cela? Parce que dans la vie quotidienne, bon, c'est pas très grave, mais dans la collaboration professionnelle, ils sont là et on doit collaborer. Et que faire? Oui, merci Christophe pour ta question parce qu'elle illustre ce qu'on allait aborder, mais c'est très bien de témoigner parce que tu témoignes en fait qu'on peut être démuni. Parfois, on est même sidéré face à quelqu'un en colère, hein, c'est-à-dire qu'on perd nos moyens. Il y a des personnes qui fuient, hein, les gens en colère parce qu'elles sont démunies et parce qu'aussi, il va y avoir une charge énergétique qui est très, très forte. Donc là, si c'est un collaborateur qui se met en colère, mais qu'en fait c'est une colère finalement, c'est pas une colère une fois de temps en temps, je dirais c'est un mode de fonctionnement là, ce que tu évoques. Hein. Est-ce que tu as pu... Je ne sais pas si c'est que moi. Patricia, il me semble que ça a un petit peu bugué. Je ne sais pas si tout le monde entendait. Non? Ah c'est juste moi, pardon. Je te laisse continuer. Okay. Est-ce que tu as pu échanger avec cette personne, c'est-à-dire la rencontrer de façon formelle pour lui exprimer ce que toi tu ressens? Alors,
Oui, oui, en l'occurrence, en l'occurrence, j'ai au moins épuisé l'ensemble des moyens qui étaient à ma disposition. J'ai changé le cadre physique de la rencontre. J'ai joué sur le ton, sur la façon dont je m'adressais à la personne. J'ai essayé de trouver des sujets de rapprochement, d'aborder autrement que par la collaboration professionnelle. Mais je crois, enfin, au moment où, où je m'exprime, je crois que lorsque les personnes ont intégré, comme tu le dis, la colère et le côté vindicatif comme mode de fonctionnement, il peut s'exprimer et on trouve toujours des moyens de l'exprimer, quel que soit le biais. C'est-à-dire que si ce n'est pas dans ce que je dis à la personne concernée, eh bien, elle va trouver le contexte pour se mettre en colère ou reporter sa colère sur toute autre chose. Mais dans tous les cas, le point commun, c'est que ça lui évite de parler de ce qui fâche, de son point de vue, alors qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, de quelque chose de fâcheux. Mais pour moi, je l'entends comme un moyen de fuite systématique d'aborder des sujets pourtant essentiels et qui ne remettent pas du tout en question quoi que ce soit, mais c'est le moyen d'éviter une réalité qui lui semble dérangeante. Voilà. Okay. Alors, il faut savoir, là, on va élargir, mais quand il s'agit d'un collaborateur, je remarque que c'est valable aussi dans le couple et à d'autres endroits de la vie, mais parfois, dans la relation, on a empilé, pris sur soi. Et comme on dit, je ne sais pas du tout si c'est ton cas, mais c'est pour ouvrir le champ des possibles, hein, c'est plus possible avec l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'on ne le supporte plus et qu'il dise blanc, bleu, rose, ça ne passe pas. Hein. Donc, si on en est arrivé à un stade où on a trop pris sur soi, effectivement, il y a tellement de colère à l'intérieur qu'on ne peut plus finalement accepter quoi que ce soit de la personne qui est en face, que ce soit un collaborateur, un boss, enfin, peu importe. Hein. Donc, je ne sais pas si la collaboration finalement est ancienne ou pas hein, avec cette personne, mais voilà, là, il est possible, en tout cas c'est une des pistes, hein, qu'il y ait eu une accumulation et après, finalement, on ne sait même plus que dire à l'autre parce qu'on a tellement empilé qu'on ne saurait même pas s'expliquer pourquoi on est en colère. Hein. Ce qui se passe parfois, c'est qu'on peut avoir, et ça je le valide en entreprise régulièrement, on peut avoir un collaborateur qui nous rappelle quelqu'un. Alors, en fait, la colère n'est pas dirigée contre ce collaborateur, mais ce collaborateur, j'en sais rien, il a une façon de parler, il a parfois des mots, un comportement, un tic, enfin bref, il y a quelque chose qui ressemble à une personne qui nous a irrités dans le passé ou bien qui continue à nous irriter dans notre vie. Et il va y avoir une réaction qui est quasi inconsciente hein, chez la personne qui est en face de nous. Ça, c'est pour expliquer les différentes possibilités. Hein. Mais toi, si tu veux améliorer le lien avec cette personne, c'est déjà, quand tu es face à elle et qu'elle est en colère, reprendre, comment dire, ne pas perdre tes moyens. Donc, rester vraiment connecté à toi, hein, mettre de l'attention sur ta respiration, rester dense. Ça fera partie des outils. Là, j'ai synthétisé les outils dans CQFD. Je vous donnerai les outils ensemble à la fin. Mais voilà, face à une personne en colère, de toute façon, c'est rester au contact de sa propre respiration, rester connecté au sol de façon à faire un peu paratonnerre, hein, c'est-à-dire vraiment se brancher en soi pour ne pas perdre ses moyens. Ça, je dis ça par rapport aux personnes qui ont peur finalement des gens en colère. Hein. Respirer, penser à se débrancher un peu de lui ou d'elle. Donc, même ne plus rester complètement en face de la personne. Reprendre ses esprits, respirer, se connecter au sol, rester centré en soi. Parfois, cela suffit, je dis parfois, à synchroniser l'autre sur notre propre état de calme.
En fait, plus l'autre est en colère, je dirais, plus finalement, il faut rester calme soi-même. Ça, c'est en face à face tout de suite. Si je dis à l'autre, calme-toi, ça l'énerve. Si, bon, voilà, vous avez un lion en face parfois. Quelqu'un qui a un cerveau, qui a cette petite partie primitive qui s'est enflammée et elle ne va rien entendre. Donc, ça se joue sur le non-verbal, le fait que vous soyez connecté à votre respiration, centré dans le sol, en respirant de façon tranquille, le plus tranquillement possible. Il n'y a rien qui va se régler avec une personne qui est en colère là tout de suite, c'est certain. Et puis, pour reprendre le cas que tu évoques, c'est après, en tout cas, c'est ce que je ferai, c'est inviter la personne, mettre de la distance, un bureau, quelque chose en tout cas, être soi-même, là encore, vraiment branché sur sa respiration, connecté au sol et dire, voilà, hier, j'invente, à 14 heures, on a eu un échange, je voulais te parler de tel point, ou j'en sais rien, à propos de telle chose, et je me suis sentie démunie, je me suis sentie complètement anéantie parce que je n'arrive pas, dans ce moment-là, à échanger calmement avec toi pour qu'on puisse progresser sur justement ce point, cette problématique ou ce sujet, ce dossier, je ne sais pas. Et là, j'attends. Et c'est pareil, je respire, je reste branchée en moi. C'est pour le coup, toi, tu vas exprimer ce que tu ressens. Et vraiment te livrer sur ton émotion et sur à quel point ça fait longtemps que tu aimerais rentrer en communication. Tu peux même dire, je me pose des questions, je me pose des questions, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aurait blessé, que j'aurais pu dire, que j'aurais pu faire, quelque chose que je n'ai pas fait, mais pour moi, maintenant, c'est vraiment important qu'on puisse passer à un autre mode relationnel. Voilà, par exemple. Donc, être là créatif pour, voilà, peut-être que ça ne marchera pas, mais la première chose, c'est de se protéger soi et de rester centré en soi pour ne pas partir avec la colère de l'autre. OK? Merci, Patricia. Tu nous donneras des nouvelles. OK. Merci Patricia et merci Christophe pour la question. Du coup, c'est vrai que on peut rebondir du coup avec cet échange sur, tu l'as un petit peu dit, comment réagir face à la colère de l'autre et comment réagir face à sa propre colère. Est-ce qu'on utilise les mêmes outils finalement? Oui, il faut savoir que, par exemple, chez les enfants avant 7 ans, ce qu'on dit, c'est gérer sa colère, ne pas faire de colère. Souvent, chez l'enfant, on a dit ne pas faire de caprice, parce que c'est vu comme un caprice. Mais en fait, avant 7 ans, l'enfant n'a pas un cerveau, n'a pas une maturité émotionnelle qui lui permette justement de gérer sa colère. Donc, il est complètement démuni. Et ce qui va l'aider, et là, il y a des études vraiment qui nous orientent sur cette voie-là, c'est d'avoir un adulte à côté de lui dans l'empathie. C'est-à-dire que je ne vais pas juger cet enfant. Je vais justement essayer de l'accompagner au mieux, mais déjà dans ma posture, dans mon regard. Je vais l'apaiser déjà par mon propre état. Eh bien, je trouve que cela, on va pouvoir le transporter aussi plus tard pour nos collaborateurs, en tout cas les personnes qui gravitent autour de nous. Il y a plusieurs façons de gérer la colère. Je reviens à la question. Donc, la colère est une énergie de feu qui est utile puisque d'un coup, on va éviter de se laisser empiéter et marcher dessus. Soit on ravale sa colère, c'est-à-dire qu'on prend sur soi, parce qu'on a été éduqué, parce qu'on croit que la colère, c'est pas beau, donc il ne faut pas la laisser transparaître, etc. Donc, on va
on va avoir pour habitude de plutôt la garder à l'intérieur de soi. Et ça, c'est plus une voix qui va nous apporter un poids lourd, je dirais. Hein, les personnes qui ont tendance à prendre sur elles trop souvent, à ravaler leur colère, vont être plus dans un schéma de fatigue, de dépression. Ce n'est pas une voie idéale. Ravaler sa colère, la retourner contre soi. On a une deuxième possibilité, ça serait de la renvoyer tout de suite vis-à-vis de la personne ou de la chose qui nous énerve. Donc, on va être en état réactionnel et on va tout de suite la renvoyer sur la personne. Ce n'est pas excellent non plus, parce que ça va créer la situation qui vient d'être donnée précédemment. C'est que bien souvent, on ne sait pas et on est très démunis face à la colère de l'autre. Bien souvent, elle est injuste. Bref, mais c'est une façon de faire, c'est-à-dire que cette énergie qu'on a en nous, on va avoir envie. Quand je dis envie, c'est pas réfléchi, bien sûr, c'est instinctif, de la libérer contre la personne en face de nous. Ça, c'est pas un bon schéma relationnel de toute façon. Et puis, il y a une troisième voie, c'est qu'on va retourner la colère qu'on a emmagasinée, parce que la colère, elle s'emmagasine, contre une personne ou une chose qui va être là, sur notre chemin, à un moment donné. Par exemple, imaginons qu'au cours de la journée, j'ai pris sur moi. Donc, j'ai un tas de colère là devant moi, comme ça. Puis ça boue, ça bouillonne, et puis j'en ai marre, et puis etc. Et je vais trouver un prétexte, je vais trouver quelque chose, en fait, qui va me permettre de libérer tout ça pour me sentir bien momentanément. Parce qu'après, je vais me sentir probablement coupable. Parce que ça va créer justement des réactions chez les autres. Pour illustrer ça, c'est par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'avais des enfants, je rentrais chez moi à 8 heures du soir, j'ouvre la porte, il y a une chaussure dans l'entrée, je shoote dedans, et là, il y a une colère énorme qui va ressortir vis-à-vis de la chaussure qui est là devant moi, et puis peut-être vis-à-vis à l'époque des enfants qui sont là, alors qu'en fait, c'est une colère que j'ai emmagasinée depuis longtemps et que j'ai juste besoin qu'il y ait un petit truc, une petite étincelle pour la libérer. Donc, soit je la contiens à l'intérieur, soit je la libère vis-à-vis de la personne qui est en face de moi, ce qui est assez rare d'ailleurs, soit je trouve un prétexte pour la libérer vis-à-vis de quelqu'un. Ce que je ne vous ai pas dit non plus et qui peut être intéressant, c'est que, imaginons que j'ai une réunion prévue et qu'il y a une personne qui arrive en retard. Le retard, c'est le sujet qui met en colère. Alors, ça va mettre en colère certaines personnes, mais pas toutes les personnes. Donc, on est bien d'accord qu'un fait va mettre en colère certaines personnes, mais la même situation ne va pas mettre en colère d'autres personnes. Donc, le « tu m'énerves, tu me mets en colère » n'est pas tout à fait juste. C'est « je m'énerve, je me mets en colère » quand une personne arrive en retard. OK? Donc, on peut ressentir de la colère quand quelqu'un arrive en retard. On peut lui dire de la même façon que j'ai dit précédemment, tu es arrivé en retard, là, un quart d'heure ce matin, je suis en colère, etc. Et puis, ça passe. Mais on peut aussi ruminer. C'est pas possible, il me manque de respect, parce que certains vont trouver que ce décalage horaire, finalement, la personne le fait exprès pour manquer de respect. Cette personne ne me considère pas. Et toutes les pensées que je vais avoir dans ma tête, finalement, je vais ruminer et je vais auto-alimenter de la colère. Donc, ça nous donne des pistes aussi pour sa propre colère. Il y a des colères qu'on se fabrique tout seul parce qu'on rumine au lieu d'exprimer les choses. Donc, en entreprise, libérer la parole,
permettre aux personnes, aux équipes de se former pour savoir comment exprimer les émotions me paraît fondamental, d'autant plus que la plupart du temps, on n'a pas été éduqué pour ça. La colère, elle s'exprime quand on est blessé. Il nous reste combien de temps? Il nous reste un petit quart d'heure. Justement, je voulais voir avec toi si tu voulais qu'on aborde certains points, parce que j'ai aussi une question de Julie. Alors, juste le dernier point là, la colère, elle s'exprime quand on est blessé. Si vous avez des post-it sous la main, je me mettrai des post-it. Hein? Et lorsque quelqu'un vient toucher un point sensible chez moi, une blessure, eh bien, je vais me mettre en colère. Donc, imaginez que si j'ai plein de petites blessures émotionnelles, hein, la moindre des choses, enfin, il y a des messages que je peux recevoir qui peuvent paraître anodins, mais qui vont me sensibiliser et me mettre en colère. Alors, si on a une question, je suis heureuse de la prendre. Alors, du coup, Julie nous dit, la colère est-elle un message occulte qui pourrait être décelé dans la communication? Est-ce que tu peux expliquer ta question, Julie? Alors, on ne t'entend pas. Alors, c'est une question de Julie. Ah, voilà. De Julie. Tu parlais, Patricia, tout à l'heure des latinos. Moi, je suis mariée à un latinos. Donc, il a effectivement grandi. Hein, je vois bien dans mes beaux-parents, etc. Le ton est plus élevé. Hein, et souvent, et je parle aussi au travail, hein, c'est la même chose, mais j'arrive pas tout le temps à le faire. Souvent, c'est un peu pour me dire sur Christophe, qui a l'air un peu désemparé. Après, les degrés, je ne sais pas exactement, mais quand il y a la colère, souvent, il y a un message occulte. Et souvent, je dis, chérie, c'est quoi le message derrière cette colère? Et souvent, c'est des choses où, quand on arrive à gratter, c'est ça ne m'a pas plu quand il s'est passé ça. Des choses que des fois, on ne voit pas. C'était ça mon... C'est une très bonne... merci. Et oui, parce que c'est exactement cela. Déjà pour soi-même, si je suis en colère, d'abord, on va se mettre au point sur une chose aussi. Parfois, je pose la question, est-ce que vous êtes en colère? Je demande je pose cette question-là. Est-ce qu'il vous arrive d'être en colère? Et il y a des personnes qui disent, ah non, moi, je ne suis pas en colère. Alors, la question, c'est est-ce que je ressens de la colère? Ce qui nous amène à affiner notre conscience, hein, la perception qu'on a de nous-mêmes. Hein, cette présence à soi qui me dit que, tiens, là, effectivement, je ressens de la colère. Et si je ressens de la colère, ben, qu'est-ce qui me met en colère finalement? Vous voyez, je peux prendre du recul de temps en temps, faire mon petit point d'introspection si j'en ai envie, hein, et me poser la question, mais qu'est-ce qui m'a mis en colère? Alors, ça peut être un mot qui déclenche une colère, ça peut être une situation, tout ce qu'on a vu, hein, manque de respect, etc., mais ce qui est vraiment intéressant pour soi-même, je trouve, dans la vie, c'est de récupérer des informations sur son propre fonctionnement. Donc, s'interroger sur et se questionner sur, mais qu'est-ce qui m'a mis en colère? C'est un bon point de départ pour apprivoiser sa colère. Parce que derrière la colère, il y a donc la peur, hein, la peur de ne pas assez exister, la peur de ne pas avoir de place, la peur de ne pas être respecté, la peur d'être bouffé par l'autre. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses. Donc déjà, considérer sa colère aide à la faire diminuer d'intensité. Donc, tu as tout à fait raison, Julie. C'est après, parce que quand on est en colère, on est en colère. Hein? Mais après, on peut aller se questionner. Voilà, se questionner sur sa propre colère. Et puis, peut-être que ça va nous amener à identifier des blessures, à considérer ces blessures, à respirer avec ces blessures. Et de fait, ça va faire diminuer l'intensité de cette colère. Parce que bien souvent, dans l'enfance, on nous a dit
c'est pas beau, te mets pas en colère, c'est un caprice, etc. Mais nous, adultes, on peut prendre ce petit temps, considérer sa colère, accepter d'être en colère et apprivoiser sa colère. Et comprendre sa colère, c'est déjà un processus qui va nous apporter du calme. Du coup, j'avais mis quelques initiales CQFD pour résumer, en fait, si je puis dire, à ma façon, bien sûr, hein, que faire. Alors, on va commencer par que faire pour sa propre colère. Hein. Donc, si je me mets en colère, la première chose, c'est le C, c'est le calme. Retour au calme. Je sens que ça monte, alors plus je m'intéresse à ma colère, plus je vais sentir les prémices de ma colère. Ouh, je sens que ça bouillonne, je suis un peu irritée, il y a quelque chose qui… Retour au calme. Qu'est-ce que ça veut dire retour au calme? C'est ma respiration. Je souffle, je respire, je mets mes pieds au sol. Retour au calme, ça peut s'accompagner aussi, et ça doit s'accompagner d'un mouvement, parce que la colère, c'est une énergie. Si je reste figée, cette énergie, elle ne va pas partir. Donc, je marche, je bouge, je vais dehors, bref, je bouge, parce que si je reste assise, si je reste figée, cette énergie, elle ne peut pas s'évacuer de mon corps. Donc, on a besoin du corps pour évacuer cette énergie. Je ne reste pas face à la personne. Si c'est une personne qui m'irrite à l'instant T, je vais détourner le regard, je vais respirer, je vais bouger. Vous voyez, rien que bouger sur mon siège. OK? Q, c'est pour questionner, on vient d'en parler. Hein? Après coup, je prends ce petit recul là et je me questionne. Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Est-ce que c'est si grave que cela? Je me questionne, est-ce que je vais réagir tout de suite? Donc, vous le savez peut-être, mais si je suis sous l'influence de la colère, j'envoie pas de mail, je ne téléphone pas, je ne vais pas voir tout de suite mon collègue. Je souffle, je bouge, je me questionne. F pour faciliter. Je facilite, je me facilite la vie. Je veux avoir de l'empathie pour moi-même. Je me facilite les choses. Je souffle. J'ai de l'empathie pour moi-même, en fait. Je vais avoir un petit temps de recul. Je me facilite ce moment-là. Et puis, je vais rester aussi dense. Qu'est-ce que ça veut dire? Dense, c'est que là aussi, je reste centrée en moi. Je reste centrée sur ma respiration. CQFD, ça me paraissait des initiales intéressantes pour soi-même, en sachant que le plus grand travail, il est dans la prévention et dans la formation et dans le développement personnel. C'est-à-dire, c'est vraiment la prévention qui va nous permettre de mieux gérer, de mieux apprivoiser sa colère. Si je reprends les mêmes lettres face à l'autre, le calme, quelqu'un est en colère face à moi, je reste calme, je reste centrée en moi. Je vais brancher une respiration fluide avec un ancrage au sol. Donc, je garde mon calme, je parle sans hausser la voix. Je peux synchroniser l'autre en ayant une voix calme et grave. Plus ma voix va monter dans les tours, plus la voix est aiguë, plus je vais exciter la personne qui est en face. Je respire, je parle doucement, calmement. Q, je peux questionner la personne. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Si c'est un client, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous a dérangé à l'instant, qui vous a blessé? Est-ce que je n'ai pas répondu à vos attentes? Toujours en étant très calme, avec une voix douce. F pour faciliter, c'est-à-dire je vais être dans l'empathie, je ne juge pas la personne qui est en face de moi, si c'est un client, un collaborateur,
Mais F, ça peut être pour fuite aussi. Hein, parce que face à un lion en colère, enfin voilà, face à quelqu'un qui est vraiment hors de lui, parfois, le F pour fuite n'est pas complètement idiot ni inutile. Je reviendrai plus tard où on se reparle dans un petit instant. Tout à l'heure, je serai disponible, mais là, à l'instant, je ne suis pas en mesure de communiquer plus encore avec vous. Donc, on facilite, mais si vraiment il n'y a pas, j'ai questionné, j'ai facilité, eh bien, je peux partir en disant qu'on peut reprendre le dialogue plus tard. OK? Et c'est toujours ce dé pour rester dense face à la personne parce que je sais que nombre de personnes ont peur des gens en colère et donc vont être sidérés, vont perdre leurs moyens et vont mettre un sacré bout de temps à récupérer. Donc, rester dense, c'est rester ancré en soi et connecté au sol. Voilà, pour ces quelques informations, quelques outils, en fait, pour être en relation le mieux possible, en tout cas, même avec la colère. Merci Patricia, et je pense que ça rejoint un petit peu la dernière question que je voulais te poser sur un monde sans colère égale un monde sans conflit avec ton F de fuite, parce que parfois, et je pense que peut-être que ça donne aussi un autre éclairage à Christophe, parfois on a tout essayé et du coup il n'y a rien qui fonctionne et le seul moyen c'est peut-être la fuite ou l'arrêt ou je ne sais pas, l'arrêt de la communication, je ne sais pas ce que tu en penses. Ou peut-être que c'est mon mécanisme à moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est d'être créatif aussi. Donc, reparler à cette personne quand on est hors des situations de tension pour exprimer ce que l'on ressent. Et puis, si cette personne est dans un schéma de colère quasi permanente, c'est effectivement, et si c'est un salarié, un collaborateur, lui proposer d'être accompagné, d'être formé, parce que cette personne ne sait probablement pas elle-même comment sortir de son schéma. Et donc, ça, c'est dans un recadrage. J'ai expliqué aussi que pour l'équipe, ça devient ingérable. Malgré la bonne volonté, malgré l'envie d'être en communication, toutes les cartes possibles, en tout cas dans mes mains, ont été faites, ont été données, ont été jouées, et là, je suis démunie. Donc, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour qu'on ne soit plus sur ce schéma, en fait, d'agresseur et d'agressé, de dominer, en fait, là, et dominant, en tout cas, quelqu'un qui essaie de dominer de cette façon-là. Pour répondre à la question, est-ce qu'un monde sans conflit, en tout cas le monde de l'entreprise, est possible? Surtout pas. Parce que plus on veut mettre un couvercle sur le conflit, plus ça crée un monde qui bouillonne et à un moment donné, ça va exploser à retardement. Bien souvent, on ne sait même pas pourquoi ça explose. Donc, faire passer l'information que le conflit est un vecteur d'expansion si on sait s'en servir. Vous voyez, dans une équipe, si les gens se disent « T'as vu un tel et un tel, oh là là, ils étaient en colère, oh mon Dieu », et puis ils vont voir une autre personne, « T'as vu comment ils sont branchés, oh là là, c'est le... » Et alors là, on fait monter une sorte de sauce. Non, on sait que dans l'entreprise, il va y avoir des tensions. Enfin, je veux dire, c'est évident. On ne s'est pas choisi. On vit ensemble un laps de temps suffisamment grand. On n'est pas d'accord sur tout. Il va y avoir des divergences, mais tout ça, c'est OK. Il y a des divergences. On n'est pas d'accord sur tout. Il va y avoir des tensions. Et ça, c'est normal. Par contre, attention, l'intensité et la fréquence, ce sont quand même des signaux importants. Donc, on forme, si on manage, on forme, on informe en disant le conflit est un vecteur d'extension. Il y a une tension là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Parce qu'on est dans un processus d'amélioration constante. OK? Donc, quand le message est passé aux équipes, déjà, quand on ose dire « je suis en colère, je suis agacé par cela », dans une équipe, on a tout gagné.
Super, merci. Merci Patricia pour ces éclaircissements. Est-ce que quelqu'un a des questions pour terminer la session? Non? C'était clair. C'était clair, je pense, oui. Oui, super. Ok. Oui, tu voulais dire quelque chose, Julie? Oui, oui, si je peux me permettre de prendre encore, allez, il est 16 heures, j'ai encore 59 secondes. Euh, j'écrivais que la colère peut être une solution. C'est que là, on présente, la colère comme quelque chose à contrôler, mais Ah, tout va je bien. pense qu'elle peut être utilisée aussi à bon escient. Il y a je le crois pour moi, des valeurs positives dans la colère lorsqu'elle elle est bien utilisée et que en situation de management direct avec un nombre important de personnes et à condition de soigner l'expression de cette colère et de ne pas monter dans les tours et les aigus, l'expression d'une colère contenue peut parfois permettre de remettre, pour utiliser une expression populaire, les pendules à l'heure pour faire valoir et faire savoir à un nombre de personnes important à un moment donné qu'on est en désaccord avec ce qui se passe et de l'exprimer de manière à ce qu'ils comprennent que là, il y a une limite qui a été franchie. Ça n'a de valeur que lorsqu'on n'est pas colérique au quotidien et quelqu'un qui est plutôt souriant, affable et calme dans son quotidien, si à un moment sa colère s'exprime et parce qu'elle est rare, ben, elle prend sens dans la tête de tous ceux qui l'entendent. Et pour l'avoir expérimentée parfois, elle peut être impactante de façon très très positive sur des fonctionnements professionnels. Bien Donc, sûr. moi, ce que j'entends de ce temps d'échange, c'est que tout est question de nuance et de fréquence. Rien n'est moins naturel que de se mettre en colère, mais que son expression doit être la plus positive possible. Mais qu'on ne doit pas lutter contre et que si elle doit sortir, bah, faisons simplement en sorte qu'elle sorte de façon utile pour celui qui l'entend. Voilà. Oui. C'est pas un plaidoyer pour la colère, loin de là, mais c'est simplement de dire que parce Non, qu'elle est naturelle, bah, domptons-la et utilisons-la parce qu'elle a aussi ses exactement. vertus, je crois. Et merci, merci. Et apprenons à s'en servir justement. Et je pense que l'outil oser dire je suis en colère. Parce que quand on dit je suis en colère, déjà, il y a une partie de la colère qui part. Et notre interlocuteur, pardon, il est prévenu. Il y a quelque chose qui va monter, enfin, qui va être dit de façon un peu plus virulente. Donc, c'est déjà aussi une forme de protection de l'autre, mais il y a le jus qui arrive. Donc, pouvoir dire je suis en colère, voilà, ça porte, on peut même y mettre le ton, mais effectivement, il y a une protection, en tout cas, on prévient, on dit les choses. Super, merci beaucoup. Julie Hilaire, tu avais une... Non, non, j'ai pris en cours de route, donc je suis navrée d'avoir loupé, mais de ce que j'ai entendu, c'était très intéressant. Merci Patricia pour tout ça. Alors moi, je voudrais peut-être juste conclure avec une question. Alors, on a souvent, tu sais, la croyance de la colère m'aide à gagner le respect et si j'exprime pas ma colère, on va pas m'écouter en fait. Et j'ai remarqué ça dans mon propre fonctionnement, que donc j'ai beau dire les choses calmement, donc, de manière correcte, où j'utilise la CNV, par exemple, la communication non violente. Et pourtant, c'est qu'à partir du moment où je vais me mettre en colère, que là, mon besoin ou ma demande va être écoutée. Du coup, je me demandais, voilà, est-ce que c'est une croyance que j'ai chez moi et qui, du coup, se reflète dans mon quotidien ou est-ce que peut-être que j'exprime mal? Comment gérer ça? En fait, c'est vraiment une palette émotionnelle. Quand il y a quelque chose d'important pour nous, il peut paraître logique de l'appuyer avec de l'énergie. Donc, ce que toi, tu appelles être en colère, c'est peut-être pas être en colère. Moi,
J'apprends ça à chaque formation. Je vois que pour chacun d'entre nous, finalement, ce mot colère, il ne veut pas dire la même chose. J'ai des personnes qui me disent « Ah non, 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 mais moi, jamais je me mets en colère. Je suis énervée, je suis irritée, moi, je suis pas. » Donc, peut-être que pour toi, déjà, il y a un jugement vis-à-vis de la colère. Je sais pas. Hein? Oui. Mais, donc voilà, donc quand on juge sa propre colère, on essaye de la réfréner. Hein? Bon, il faut savoir que l'autre, il le sent. Hein? Donc ça, dans les équipes, et merci voilà, ça me permet de le dire aussi, si je suis en colère, eh bien, tout le monde autour de moi le sent. Hein? Il y a une contagion de cette colère. Mais si je fais comme si je ne l'étais pas, ça envoie un message très trouble. Donc, tu as le droit d'être un petit peu contrarié, irrité, tu as le droit de donner tes limites. Sauf que si tu donnes tes limites en disant, bien, ben là, je donne mes limites, voilà, je ne veux pas que, bien, à partir d'aujourd'hui, nous commençons. La personne en face, elle n'adhère pas, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce qui est important pour toi. Donc, est-ce que mettre du jus, mettre de l'énergie dans sa parole et être en colère? Je ne pense pas. Tu vois? Oui, donc, par contre, si on a un jugement sur la colère, on va tout faire pour essayer d'avoir une voix gentille tout le temps, bien posée, parce que ça, c'est acceptable. Oui, mais non. Hein? Et c'est important, justement, de moduler sa voix, son émotion, pour que l'autre puisse nous suivre et nous comprendre. Si c'est important pour moi, je dis ça, c'est vraiment très, très important. Et je peux avoir des gestes qui l'accompagnent et tu seras aimé quand même. Hein, parce qu'on peut croire que si on est en colère, on ne va pas être aimé. Ce qui est vrai souvent, on n'aime pas, on préfère qu'on soit gentil, etc., qu'on fasse plaisir. Hein. Mais plus j'apprends à dire je suis en colère, et vous allez voir, si vous mettez ça vraiment en pratique, dire je suis en colère, mais dès que je le suis, ou je suis contrariée, ou je suis énervée, ou j'aurais aimé autre chose, ou j'aurais aimé ça, eh bien déjà, ça va être plus fluide pour toi et puis pour les autres. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Merci à toi, Patricia. Donc, comme je le disais en début de vidéo, ça va être rediffusé sur YouTube et sur LinkedIn. Donc, vous pourrez revoir la vidéo.